Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. M'adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. Paul Biya, c'était le 6 novembre 2018, lors de son investiture pour son 7e mandat à la tête du Cameroun. Il faisait la promesse. Le 31 décembre dernier, dans son adresse à la nation et à l'occasion de son discours de fin d'année et de nouvel an 2019, Paul Biya déclarait qu'il continuera à promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans notre société. À l'observation, le chef de l'État tient sa promesse. Les jeunes ont leur place dans le gouvernement du 4 janvier. Ils sont 4 âgés de moins de 50 ans à avoir été promus par le président de la République. Gabriel Dodo Ndoke, Joya Zakariaou, Manaouda Malachié, Achille Basilekin, 3. Réaménagement du 4 janvier, ces jeunes du gouvernement John Gouté. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Réaménagement du 4 janvier, ces jeunes du gouvernement John Gouté. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Marcus Manegui. Bonsoir. Merci, bonsoir Serge Alain Auto, bonsoir à vos nombreux auditeurs, nombreux téléspectateurs et nombreuses téléspectatrices. C'est un plaisir renouvelé pour l'AFP que je présente ici de pouvoir honorer à votre rendez-vous. Je salue aussi très chaleureusement les autres co-panélistes et j'adresse à tous ceux qui nous écoutent les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Vous l'avez dit, vous êtes cadre militant de l'Alliance des forces progressistes. Bien évidemment présidé par Alice Sadio, la toute première femme élue pendant un congrès d'un parti politique. Bruno Lombo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes autres co-panélistes. Bonsoir le Cameroun. Voilà, vous êtes le secrétaire national opposé aux études. Tout à fait, pour le peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS. Le PURS de Serge Espoir Matomba. Tout à fait. Voilà. En face de vous, Christian Diop, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes le coordinateur régional, littoral, OMC, 11 millions de citoyens. 11 millions, effectivement. Bonsoir Serge Alain, merci pour l'invitation à renouveler et bonsoir à tous les copanélistes. Bonne et heureuse année 2019 à tous les citoyens qui depuis le 2 janvier ont repris, n'est-ce pas, les inscriptions sur les listes électorales. Voilà, juste un peu, on va dire, en face de vous, Honoré César Gomo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à Christian Diop, bonsoir à Bruno, bonsoir à Manigé qui sont des très grands amis hors de ce plateau, j'espère. Et bonsoir à toute la jeunesse camerounaise, en particulier celle de Douala 3e. Voilà, vous êtes membre du RDPC, c'est bien cela? Oui, je suis membre conseiller à la section OGRDPC Ouvri 3 et parallèlement président d'un mouvement qu'on appelle J'aime le Cameroun. Voilà. Un mouvement patriotique. Je vais donc commencer avec vous. Il y a cette nouvelle qui nous vient de Dakar. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football réuni ce jour a décidé à travers la voix de son président, Ahmad Ahmad, la CAN 2019 sera organisée par l'Égypte, 2021 le Cameroun, 2023 la Côte d'Ivoire, 2025 la Guinée. Votre sentiment? D'abord, tour de table. Je commence avec vous. C'est un sentiment de fierté. Fier d'être Camerounais, fier d'être africain, comme l'a réitéré Ahmad, le président de la CAF. Et je souhaiterais le même esprit patriotique auprès de mes copanélistes sur ce plateau, que nous serons vous en doutez fiers. Que nous serons fiers. Comment vous savez? Ils ne sont pas patriotes. J'ai dit, je souhaite le même sentiment patriotique à mes chers frères compatriotes, parce que Christian Diop qui est en face de moi, on a cheminé ensemble au CNJC, également Bruno qui est tout à côté de moi, et bien évidemment, je pense qu'il y a une fierté de savoir qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise
s'intéresse de plus en plus à la chose politique. C'est en cela que je voudrais partager ce sentiment de fierté patriotique sur ce plateau par rapport à votre interpellation des résultats de ce soir. Oui, c'est confirmé, nous allons organiser la CAN 2021. Oui, la sortie... Les chantiers seront achevés? Les chantiers seront achevés au mois de mars 2019. Maintenant, je pense que les plus grands chantiers ici, ce serait la voirie qui devrait contribuer au quotidien des populations, parce que c'est pas avant que le citoyen ne quitte de chez lui pour arriver au stade, il voudrait avoir un accès facile, un accès fait beau vivre, un accès tout sécurisé, un accès éclairé, un accès où il a toute la sécurité possible, un accès où il peut aller et venir facilement et tranquillement sans aucune inquiétude. Marcos Mandeki, sur cette nouvelle. Ben, je crois que le comité exécutif de la CAN a apporté un certain nombre de clarifications au sujet des États qui devraient abriter les prochaines compétitions de la CAN majeure, c'est-à-dire des seniors. Et là, on a confirmé effectivement que pour cette année, ce sera l'Égypte. Je crois que ça circulait un peu déjà. Non, c'était pas sûr, hein, avec l'Afrique du Sud. Oui, mais dans les chaumières, parce qu'il y avait une position de la Fédération africaine de football qui disait ne pas avoir assez de moyens financiers voilà, pour pouvoir abriter cette compétition. Et elle aussi n'avait malheureusement pas le soutien de son gouvernement. Donc, l'Égypte, par la voix de la fédération, avait non seulement la conviction de pouvoir organiser cette compétition, mais également avait le soutien du gouvernement égyptien quant à l'organisation de cet événement majeur en Afrique. Maintenant, il y a un calendrier qui a été établi. Vous voyez très bien qu'entre ce qui se passe sur le plan international et ce qui se passe chez nous, il y a un très grand écart. Parce qu'au moins, ailleurs, il y a ce qu'on appelle calendrier. Mais chez nous, on a des difficultés à élaborer un calendrier. C'est ce que vous voulez dire? Que ce soit sur le plan politique, sur le plan sportif, tenez-vous tranquille. Le championnat de football a été reprogrammé déjà à plusieurs fois. Ouais. Les dates sont le prochain lancement, c'est le 24, mais tenez-vous tranquille. La Ligue professionnelle de football a encore des soucis financiers pour le lancement de cette compétition. Oui. Donc, pour le Cameroun qui pourrait abriter cette compétition en 2021, voilà, je reste très pessimiste parce que les signaux que nous avons ne nous permettent malheureusement pas d'espérer que cette compétition pourra véritablement s'organiser et dans de bonnes conditions. Quand je parle de bonnes conditions, c'est sur le plan des infrastructures sportives, c'est sur le plan des infrastructures routières, c'est sur le plan même de la sécurité dans des villes et même tout autour de notre pays. Donc, il y a un certain nombre de difficultés qui ne nous permettent vraiment pas de croire que si nous ne changeons pas de méthode, si nous ne mettons pas des hommes et des femmes à la place qu'il faut pour pouvoir véritablement mener à bien ce projet-là, nous risquerons encore de tomber dans les travers de 2019. Donc, c'est maintenant que nous devons préparer ça. Et pour mieux préparer cet événement-là, il faut faire appel à toutes les compétences. Les compétences, elles sont au Cameroun et ailleurs. Il y a des Camerounais et des Camerounaises qui ont appris le management des événements sportifs. Ça, il faut leur confier cette responsabilité-là. Ce n'est pas ça qui a fait qu'on nous retire la CAN, hein? Oui, c'est aussi des éléments parce qu'on n'a pas anticipé. Vous voyez, ceux qui ont la charge d'organiser la CAN sont des gens qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont pas un certain nombre d'éléments leur permettant d'avoir des facilités de compréhension et d'opérationnalisation des projets tels que l'organisation. Merci Marcos. Bruno Lombo, le président de la CAF, dit que le Cameroun a consenti d'énormes sacrifices pour organiser la CAN 2019. Donc pour lui, normalement, 2021 devrait revenir au Cameroun. Bon, vous l'avez si bien dit, devrait revenir. Et puis, je pose un peu l'idée de Marcos quand il disait tout à l'heure que probablement le Cameroun organiserait la CAN en 2021. Mais je voudrais axer mon propos plutôt sur les responsabilités que les uns et les autres ont dans cette affaire. Non, ce n'est pas ça le débat. La réaction d'aujourd'hui. On a un thème, on va débattre de quelque chose. Dites-nous comment vous accueillez cette nouvelle. On va passer. Je fais juste un tour de table. Il y a un thème à débattre. J'accueille la nouvelle avec beaucoup de calme parce que en réalité, il faut le dire, hein, avec les pirouettes que la CAN a eu à faire avec les différentes informations qu'elle a véhiculées ces derniers temps,
on ne serait pas à l'abri d'une autre surprise en nous disant que ce ne sera pas en 2021, que ce soit plutôt donc en vous êtes 2020, pessimiste. Je suis un peu dubitatif. Il faudrait voir les Ok. choses évoluer dans un certain sens pour être sûr et de préciser qu'effectivement nous allons l'organiser en 2021. Compte tenu justement des travaux qui sont en train d'être faits, il faut qu'ils soient arrivés, compte tenu du recours de la Côte d'Ivoire auprès du TAS. Donc il y a tellement de choses qui se passent qui, ma foi, ne nous donnent pas la possibilité de nous rassurer effectivement que cette CAN sera organisée en 2021. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore très clairement fixées. Christian Diop, vous jubilez pas, vous aussi? Non, absolument pas. Si je vous disais que je jubilerais, ce serait, n'est-ce pas, faire faux. C'est cela que César, n'est-ce pas, à l'entame, essayait de vouloir me corrompre tout en me disant qu'il faut rester patriotique. Mais je vais dire à mon cher aîné César que cette annonce nous a contrit. Voyez-vous, le Cameroun du football, le Cameroun de Samuel Eto'o, le Cameroun de Roger Mila, c'est-à-dire le Cameroun qui est, n'est-ce pas, l'épicentre du football en Afrique, se voit, n'est-ce pas, traité de la sorte, se voit, n'est-ce pas, humilié, tant sur le plan diplomatique, je dis bien, c'est un acte pour moi antipatriotique, pour reprendre, n'est-ce pas, César? Oui, on est passé de oui, 2019. On parle plus de 2019. Non, on y va. On est en 2021. On dit La CAN nous dit, nous organisons en 2021. La CAN nous l'a dit. Espérons bel et bien qu'il n'y aura pas un glissement de date, Voilà. un glissement de On est date, d'accord. ou alors que la Côte d'Ivoire, qui est censée, n'est-ce pas, organiser cette CAN, à qui, n'est-ce pas, cette date de 2021 a été attribuée, ne va, n'est-ce pas, il va être contesté. Parce que le ministre ivoirien, par le passé, avait déjà dit qu'ils vont se pouvoir au TAS, n'est-ce pas, pour contester. Non, il me semble qu'à l'heure ci, la CAF est en train de jouer avec nous. Donc, moi, je suis dubitatif. J'ose croire que la CAN au Cameroun, si possible, se jouerait en 2025. Voilà, on va donc rentrer comme ça dans le vif du sujet. Ils sont 4. Njoya Zakariaou, 48 ans, ministre délégué auprès du ministre des Transports. Gabriel Dodo Ndoke, il a lui 47 ans, ministre des Mines, de l'Industrie, du Développement technologique. Il a 47 ans, je l'ai dit. Achille Basilekin, 49 ans, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. Et enfin, Manaouda Malachier, lui, il a 45 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Sont-ils des jeunes? Je commence avec vous, Bruno Lombo. La question est, excusez-moi de rire, mais parce que la question est un peu... Je ne sais pas si elle est bien posée. Est-ce qu'ils sont des jeunes? Oui. Déjà, il faut préciser la définition. Le jeune, c'est quoi au Cameroun? Oui. Le jeune, c'est quoi? Si on parle de la définition... Voilà pourquoi je demande, est-ce que ce sont des jeunes? Si nous partons de la définition de l'ONU, l'ONU situe la jeunesse entre 15 et 24 ans. Maintenant, l'UNESCO, dans sa pratique, dans les localités, donc c'est-à-dire dans les localités, dans les nations, peut justement étendre la notion de jeunesse en fonction du contexte local. C'est-à-dire qu'au Cameroun, parfois, si je prends le contexte du Conseil de la jeunesse, national de la jeunesse, on considère qu'on est jeune jusqu'à 35 ans au Conseil national de la jeunesse. Donc, si l'UNESCO venait à mettre en œuvre un projet au Cameroun, on considérerait les 35 ans, 30-35 ans comme des jeunes. Alors maintenant, s'il faut maintenant, et puis c'est un concept très très flexible, hein, et au Cameroun, la notion de flexibilité a un peu dépassé la limite. Il y a glissement. Il y a des glissements partout. Donc à ce niveau-là, la question de savoir est-ce qu'ils sont des jeunes? La définition de la jeunesse telle que je l'ai précisé tout à l'heure ne nous permet pas de donner une réponse par l'affirmative ou bien par la négative. Une autre définition de la jeunesse, c'est l'état d'esprit qui peut être dépassé ou bien régresser. C'est-à-dire que la jeunesse ne se fonde plus sur l'âge, mais sur le comment vous réagissez face aux situations qui sont devant vous, qui se présentent devant vous. Sont-ils des jeunes? Sur le plan de l'âge et sur le plan de la définition telle que l'ONU nous l'a donnée, ils ne sont plus jeunes. Ça, c'est un fait. Maintenant, si on ramène ces âges-là au contexte camerounais, déjà, il faut dire que le doyen d'âge dans le gouvernement, aujourd'hui, il a 70 ans, je crois. Le deuxième, il a 68 ans. Autrement dit, relativement, n'est-ce pas, aux autres ministres qui sont dans le gouvernement, ceux que vous venez de citer sont relativement plus jeunes que les autres. Mais maintenant, seront-ils capables ou bien seront-ils à même de résoudre les problèmes des populations camerounaises? Je crois que là est la véritable question. Il ne s'agit pas pour nous de dire la jeunesse c'est ci, la jeunesse c'est ça,
Mais il faut précisément mettre les gens qui peuvent résoudre les problèmes des Camerounais. Pour nous, plus, la question ne se règle pas, la question Cameroun ne se règle pas à jeune ou vieux. Ça, il faut le préciser. Ça se règle à la capacité de la personne à pouvoir apporter des solutions aux populations. Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 10 ans, que vous ayez 80 ans, si vous arrivez à apporter des solutions visibles et concrètes aux populations, alors votre jeunesse continue d'être dans ces conditions-là. On ne peut donc pas vous taxer de jeunes ou de vieux, mais si vous apportez les solutions adéquates aux problèmes des gens, alors on vous considère. Christian Diop, le facteur âge joue beaucoup, surtout à l'OMC. Effectivement, le leader, il est jeune, on va le dire. Il est essentiellement jeune, on va le dire. D'accord, maintenant, à la suite de Bruno Lombo, je voulais dire, il a cité les tests de l'ONU, il faut dire, il y a la charte africaine de la jeunesse, n'est-ce pas, adoptée à Banjul en 2006, à Gambie, situe la jeunesse de 15 à 35 ans. Oui. Ce qui a été repris par les tests de la République du Cameroun, notamment l'ordonnance de 2008 mettant en place le Conseil national de la jeunesse, qui dit on est jeune de 15 à 35 ans, et probablement c'est repris dans les tests même du RDPC, en son article 11, il me semble, on dit on est jeune de 15 à 35 ans. Donc on a délimité. C'est ça, il connaît bien vos textes, c'est ça? C'est vrai que je connais ces textes. Donc on a délimité, n'est-ce pas, la notion de jeunesse ici. Mais il faut aller au-delà pour dire la jeunesse un peu dans le contexte camerounais actuel. Vous voyez un peu quand les vieux sont des octogénaires, il faut dire que ma grand-mère par exemple, elle voit, mon arrière-grand-mère est octogénaire, elle voit ma grand-mère comme sa fille, donc elle est dans la soixantaine, ma mère qui est dans la cinquantaine comme étant sa petite fille. Vous voyez donc bel et bien que ceux qui ont à peine 40 quelque chose sont considérés comme étant des bébés, des enfants. Ce qui nous laisse croire aujourd'hui, quand on va nommer des gens qui ont 48 ans, qu'on va croire qu'il y a des jeunes en réalité qui sont dans ce gouvernement. Est-ce qu'ils sont jeunes parce qu'ils entrent pour la première fois, n'est-ce pas, dans ce sérail, ou alors parce qu'ils sont a priori, comment dirais-je, qui présentent quelques éléments physiologiques qui seront un peu proches, n'est-ce pas, du deadline, donc c'est-à-dire les éléments légaux qui, n'est-ce pas, encadrent la jeunesse au Cameroun. Et il faut dire sur le coup que on ne saurait, moins pour mon sens, je vais déjà féliciter mon sous-préfet il y a 3 ans qui signait encore aussi facilement, n'est-ce pas, mes actes à la mairie de Douala 5e, Ndjoya Zakario, qui est devenu préfet l'année dernière, au ministre cette année, vous voyez, il y a eu un bon glissement pour sa carrière, ce qui est, n'est-ce pas, son fort dépendant. Je le souhaite vivement aussi à César. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire ici que ce facteur jeune au Cameroun n'est pas respecté. Donc si on veut s'en tenir aux lois de la République, il n'y a pas de jeunes dans ce gouvernement du 4 janvier 2019. Marcus Mandeki, les jeunes de moins de 50 ans, c'est eux qu'on présente comme des jeunes dans l'équipe John Gouté. Ça vous inspire comme commentaire? Vous parlez de jeunes de moins de 50 ans. Oui, ils ont entre 45 et 49 ans. Certains ailleurs parleront des jeunes de moins de 70 ans. D'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de tricher nous rappellent que la jeunesse va de 7 à 77 ans. Non, le constat, on peut le faire. Les autres panélistes... Il n'y a pas eu de jeunes dans ce gouvernement du cadre? Les panélistes ont apporté un certain nombre d'éléments qui confirment effectivement qu'il n'existe pas un seul jeune dans ce gouvernement remanié. Je voudrais faire un petit rappel historique pour dire que la toute dernière fois que le président Biya est nommé un jeune dans son gouvernement, c'était en 1992. Et c'était le ministre Eyebe Aïssi. Il avait 36 ans. Qui venait, il avait 34 ans. 34 ans. Il avait 34 ans. Puisqu'il a été nommé peut-être 10 ans ou 20 ans après. Donc, qui venait d'être nommé comme ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Là, ça rentre dans les canons de l'UNESCO. Moins de 35 ans. Nous sommes au Cameroun. Oui. Voilà, nous sommes au Cameroun, donc nous devons utiliser les tests qui régissent notre pays. Les autres, on a 2 personnes ici qui ont été très actifs dans le
Conseil national de la jeunesse. Oui. J'ai eu la chance de ne pas y participer parce que je n'y croyais pas. C'est une chance? Oui, de ne pas y participer parce que je n'y croyais pas. La suite nous donne raison aujourd'hui. Tout le monde a compris que c'était un truc pour amuser la galerie. Donc, pour revenir au sujet principal, effectivement, la jeunesse va de 18 à 35 ans. Au-delà de 35 ans, vous ne pouvez plus être considéré véritablement comme un jeune. Je vais vous dire que lorsqu'on a 40 ans, 42 ans pour un homme, ça veut dire qu'il peut déjà devenir un grand-père. On a des gens de 42 ans, pour des hommes qui sont déjà grands-pères, c'est-à-dire qui ont des enfants qui ont à leur tour déjà fait des enfants. Vous ne pouvez pas dire d'un grand-père qu'il est jeune. Il faudrait qu'on arrête de tricher et qu'on dise la vérité à nos aînés. Il faudrait qu'on dise au président de la République, même si certains peuvent considérer qu'il est illégitime et qu'on sort, mais il est là pour le moment, qu'il nomme des jeunes. Ce n'est pas la compétence qui manque. Dans la ville de Douala, dans des campagnes, et même hors du Cameroun, il y a des jeunes qui ont fait leur preuve. Certains militent au RDPC, ça c'est vrai. D'autres militent dans d'autres formations politiques. Et pourquoi même s'appuyer uniquement sur les formations politiques lorsqu'il faut recruter le personnel administratif? Il y a des technocrates, des jeunes qui n'appartiennent pas forcément à des formations politiques, mais qui font leurs preuves dans plusieurs domaines, dans le droit, dans l'économie, dans le développement urbain, dans tous les domaines. Il faut aller chercher ces jeunes-là qui ne demandent qu'à servir leur pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous envoie toujours du réchauffé. Quand on nous dit 47 ans, 48 ans, mais c'est vieux ça. Sous d'autres toits, sur des pays, quand vous allez au Ghana, en Afrique de l'Ouest, vous verrez déjà là-bas qu'à 31 ans, à 32 ans, vous avez des jeunes qui ont de très hautes responsabilités, qui assument et qui apportent des résultats assez positifs. Mais combien de fois au Cameroun, on a fait confiance à cette jeunesse-là, pas pour applaudir, pas pour accompagner, ou pas pour faire du folklore, pour dire apportez-nous 200 militants, voilà, on te donne 200 000, apportez-nous 200 militants, inscrits, tout ça, mais pour leur donner des responsabilités effectives. Vous avez cité des gens qui ont 42, 47 ans, 48 ans. Ce qu'on présente comme jeunes. Oui. C'est pas moi, ce sont les faits. Moi, je parle des faits. Quelles sont les responsabilités qui leur ont été véritablement confiées en dehors d'être des ministres de second rôle? Non, il faudrait interpeller le premier. Il n'y a qu'un seul ministre délégué. Hein. Non, mais quand les autres ont des portefeuilles. Oui, mais des portefeuilles qui ne sont pas des ministères qui peuvent revenir le ministère de souveraineté dans les dispositions des classes. Là, vous n'allez plus regarder ce qui est valable pour les jeunes l'est aussi pour les femmes. Peut-être aujourd'hui le dossier ne concerne pas les femmes. On y arrivera, mais dans cette jeunesse, dans cette jeunesse, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes qu'on retrouve un peu partout. On a vu lors du dossier après élection au Conseil constitutionnel, on a vu des jeunes dames là-bas. Il y avait une jeune dame du SIF, il y avait une jeune dame du MRC qui ont apporté des éléments assez pertinents, qui ont dit voilà la jeunesse que nous voulons, une jeunesse qui fait des recherches, une jeunesse qui fait des propositions et une jeunesse qui peut apporter des actions fortes. Peut-être qu'il n'est pas tard. Ce n'était qu'un réaménagement. Peut-être dans les jours à venir, le président de la République pourra peut-être convoquer tout le corps sociopolitique afin qu'un certain nombre de solutions concernant nos mots puissent être trouvées. Et là, il faudrait qu'on aille vers des jeunes qui sont disponibles, qui ne demandent qu'à participer au développement socio-économique du Cameroun. César Lourengo, autour de vous, là, ils sont unanimes. Il n'y a pas eu de jeunes. Parce que c'est jusqu'à 34 ans. D'abord, 35 ans. Lorsque le plus jeune dans ce gouvernement a, pour ceux qui sont entrés, il a 45 ans. Le ministre de la Santé. Serge Alain, le problème de jeunesse, il est relatif. Ça dépend de quel angle nous voulons l'analyser. Oui. Mais je voudrais dire ici, sur ce plateau, que je tiens en main un document qui est la profession de foi du candidat président de la République du Cameroun. Dans son point 6, je sollicite vos suffrages pour accroître le rôle des femmes et des jeunes. Oui. Et il insiste
Je m'engage à améliorer le niveau de participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. Et à son investiture, ça c'était votre introduction de tout à l'heure, m'adressant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris vos aspirations profondes à ce changement. On l'a dit. Est-ce que à date aujourd'hui, 43 ans, à 45 ans, à date est-ce que c'est les jeunes? Serge Alain, nous sommes un mandat dont il a appelé le mandat des grandes opportunités. Oui. Et dans le mandat de ces grandes opportunités, il s'est engagé à promouvoir, à impulser une catégorie de personnes, des femmes et des jeunes. Depuis qu'il a commencé, qu'il a enclenché le procédure de nomination. Et je voudrais vous dire, avant d'en arriver là, il nous invitait à son discours du 10 février 2016. Ça, c'est le discours adressé aux jeunes Camerounais, pas aux jeunes d'un parti politique. Il dit, j'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés. Dans cet encadrement-là, je viens voir dans ces dernières nominations qu'il a mixé l'objet de votre sujet aujourd'hui. Il invite les jeunes et il demande aux aînés de les encadrer. C'est-à-dire qu'il a fait un gouvernement relativement, il a pris des expériences. Il faut aussi, quand je dis le problème de jeunesse, il est relatif, ça dépend de quel bord. On peut y avoir beaucoup plus que ce qu'on cite comme âge, mais être jeune dans la fonction de l'administration ministérielle. Il faut donc un certain encadrement qui peut être moins jeune que vous, mais qui a de l'expérience dans la fonction que vous allez pouvoir administrer. Je prends deux jeunes. Je prends par exemple deux jeunes. Nous allons par exemple prendre le ministre des Transports. Oui. Nous avons M. Ngaladibé qu'on ne peut plus considérer totalement comme un jeune. Mais à côté de lui, comme ministre délégué, on a mis un jeune. Vous voyez une complémentarité dont ils vont faire un Dieu pour pouvoir nous donner des résultats escomptés. Quand je pense que vous ferez la même chose à la justice. Donc, je voudrais dire, on aura la justice, oui. Voilà. Gens de Dieu, voilà également un très bon exemple. Ah, Monsieur Laurent est un patriarche, et à côté de lui, on a mis un jeune dans les fonctions aussi délicates comme celle de la justice. Et lorsqu'on connaît les problèmes de notre société, donc pour vous ici, la jeunesse, ce n'est pas l'âge. Je dis ça dépend de quel angle chacun voudrait interpréter. Je vous fais une analyse personnelle et je me base sur les promesses du chef de l'État. Donc pour maintenant revenir sur l'efficacité, Serge Alain, je voudrais que ce gouvernement soit tous des septuagénaires. Ce que la population attend, c'est le résultat. C'est les conditions, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. C'est la facilitation de cette administration dynamique. N'attissons pas ces rancœurs parce qu'on n'a pas eu certainement peut-être les jeunes venant d'un parti d'opposition. César Norengomo, je vous pose une question, permettez. Depuis Henri Eyébé Aïssi, le président Pia n'a plus vu un jeune qui peut avoir cet âge-là pour rentrer dans le gouvernement, 34 ans. Les compétences manquent. Je voudrais souligner ici que le dernier directeur de l'ENAM... Non, je parle de membre du gouvernement. Je parle de membre du gouvernement. Il y a des jeunes dans le gouvernement. Je parle de l'âge, 34 ans. Restons sur l'âge. Mais moi, il manque même dans votre formation RDPC, il manque des jeunes de 34 ans qui peuvent rentrer dans le gouvernement. Moi, j'ai des oncles et des tatas qui ont dépassé les 80 ans, mais qui se considèrent toujours comme jeunes. Comment voulez-vous mettre ce débat sur la table de jeunesse? Moi, nous restons sur le gouvernement, nous restons dans le cadre du gouvernement. Les nominations, les dernières nominations. Moi, je pense que l'appareil administratif a été rajeuni et le rajeunissement peut être interprété sur deux formes. De l'expérience, la jeunesse de l'expérience, et également la jeunesse dans l'état, l'esprit, c'est-à-dire sur la conduite des affaires à ces niveaux-là. Donc, elle peut aussi être interprétée comme mes copanélistes veulent bien l'interpréter. Ils ont parlé tout à l'heure du Conseil national, dont tous les trois ici sur ce plateau, nous nous sommes confrontés à cet organe-là. Mais aujourd'hui, je pense que
il est important de préciser le rôle même attendu de ces jeunes-là. Est-ce que nous pouvons maintenant le quantifier en termes d'efficacité? Parce que tout ce débat que nous voulons faire ce soir au niveau des nommés, des jeunes ou des pas jeunes, si on est jeune et qu'on n'a pas d'efficacité, ça ne sert pas à ce jeune-là, à celui-là qui attend les résultats. Non, nous exploitons le discours du président de la République. C'est pour il ça a dit des choses le 6 novembre, il a réitéré le 31 décembre. C'est ça le débat aujourd'hui. Oui, est-ce que ces gens-là sont des jeunes? Oui, ils sont. Mais vous voulez... Les quatre que vous avez cités tout à l'heure, ils sont des jeunes. Okay, c'est-à-dire quand vous regardez la moyenne des membres du gouvernement, ils pensent qu'ils sont 67, ils sont relativement dans la moyenne d'âge. C'est-à-dire vous allez prendre que ce soit le 7, que ce soit les 4 nouveaux entrants, que ce soit Oswald Babouké, que ce soit le secrétaire général même, ils sont relativement, quand on prend l'appareil administratif, ils sont relativement jeunes. Okay. Maintenant, qui dit merci en redemande. Je pense que sur ce plateau, ce que Ndiok et les autres veulent dire, c'est qu'on voudrait voir encore de plus en plus des jeunes. Voilà. Là, effectivement, je peux le rejoindre. C'est une nouvelle chose. Monsieur le Président, merci déjà de ce que vous avez à faire, mais allez encore un peu plus. C'est-à-dire que Christian Ndiok ici, je pense que ça ne fait que commencer, hein, parce que nous avons les directeurs généraux qui vont suivre, justement, toute l'administration qui va suivre. Oui, je pense que votre message, il est passé, seront tout simplement, mais apprenons d'abord à dire merci pour en redemander. Voilà, Christian Dior, lorsque le président dit « J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise des décisions qui engagent l'avenir de notre pays », est-ce qu'on devrait, quand on dit les jeunes, est-ce qu'on devrait voir seulement le gouvernement? Il y a d'autres postes, il y a les directeurs généraux, il y a les secrétaires généraux des ministères, forcément, ça va arriver. D'accord, Serge, Alain, avant de revenir sur votre question, vous permettez de faire une digression pour dire à César Honoré que non, il n'est pas sérieux. Il me semble que lui-même il sait qu'il y a deux institutions dont j'ai cité ici au départ. Le Conseil national de la jeunesse. Et ça, c'est une institution qui est censée jouer l'interface entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement. C'est-à-dire, les jeunes ont un encadrement juridique au Cameroun. Et lui, que voilà, et Bruno Lombo non plus candidaté parce qu'ils avaient dépassé, n'est-ce pas, l'âge. Ils ont atteint l'âge limite. C'est-à-dire, ils sont exclus désormais du cadre de ça. Et il me semble que même eux-mêmes, dans les tests du RDPC, je citais tout à l'heure l'article 11, et les statuts du RDPC, on dit on est jeune jusqu'à 35 ans. C'est-à-dire, dès qu'on a dépassé ces 35 ans, on devrait plus logiquement appartenir à l'OGRDPC. Dans le statut que tu cites, tu oublies qu'il y a un paragraphe qui parle, quand on parle des statuts des jeunes, et on dit le problème des jeunes se gère cas par cas. Donc, relativement par rapport au coin, on peut parfois, exceptionnellement, pouvoir... Pour voir dans quelles conditions, n'est-ce pas, les jeunes sont mis dans ce parti-là, sont traités. C'est-à-dire avec mépris même, avec méconsidération. Je vais dire ça comme ça. Mais je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, pour dire ça, j'allais vous parler de direction, ainsi de suite. Quelqu'un parle de direction de l'ENAM. Non, le directeur de l'ENAM est comparable. Non, pas seulement l'ENAM. J'arrive bien. Je dis qu'il y a d'autres postes. Il y a le poste de directeur général de la Sonara qui, normalement, devrait être... C'est ça. Oui. Moi, je vais être sérieux en disant, pour moi, les directeurs, comme je voulais pas une métaphore, pour dire le directeur des MNAM, pour moi, ça s'apparente à un proviseur de lycée. D'accord? Donc, on a besoin de voir des ministres, des personnes jeunes. C'est-à-dire ceux qui sont censés nous incarner, ceux à partir desquels on peut s'identifier. Voyez-vous, le ministre de la jeunesse au Cameroun, c'est pas si vous voyez, c'est un grand-père qui est. Je sais pas, voilà quelqu'un qui est censé encadrer la jeunesse du Cameroun, mais on nous dit, voilà le ministre de la jeunesse. Vous aimez avoir un jeune pour encadrer les jeunes? Tout au moins, c'est-à-dire le président devrait quand même avoir des images. Il y a des symboles. Les jeunes pour encadrer les jeunes? Tout au moins, c'est-à-dire à partir de là, au moins, on peut s'identifier à quelqu'un. Quoi de plus normal qu'un jeune être ministre de la jeunesse? Passe par Cabral. Je pense. J'ai de compétences. Et même si Cabral avait été ministre, ce n'est pas seulement ministre de la jeunesse, peut-être ministre de l'Intérieur. Donc avoir des compétences, le ministre de souveraineté, le ministre qui pourrait porter l'espoir d'avoir des jeunes. Pour dire, on ne saurait pas seulement nous ramener à une dimension purement secondaire. Et tout à l'heure, j'étais un peu heurté quand César disait en termes de compétences, d'expertise. Non, il me semble que non. César, c'est aujourd'hui que la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui est mieux outillée, est mieux habile que la jeunesse, que nos papas. Parce qu'ils n'ont pas eu tous ces éléments aujourd'hui. On a les formations complémentaires, on a tout ce qui va avec. César, que je connais, est très compétent. Je connais un certain manager de Revolt. Pourquoi il ne managerait pas, n'est-ce pas, un ministère? Il ne faut pas te cacher, César. Tu as la qualité de pouvoir l'être. D'accord? C'est ce que nous demandons.
que ces jeunes soient responsabilisés. Ces gens-là, quand vous voyez un ministre coulant qui vient à la communication, alors que vous avez quand même une expertise, vous êtes un jeune qui présente une émission comme celle-ci, qui est suivie de par votre talent, et qu'on ne vous associe pas à la gestion de la chose. C'est pour ça que ici, en termes d'idées, en termes d'image, nous, ces gens, ils ne nous disent rien. Quand vous voyez des gens parfois venir parler, c'est heurtant. En réalité, c'est frustrant. Même quand je vois moi un ministre, je ne m'intéresse pas à ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, en termes d'image, je ne me reconnais pas en eux. On a déjà un président, tout au moins le président, en faisant même ce discours, en disant aux jeunes que je vous ai compris. C'est parce qu'il a vu l'expression des jeunes. Vous avez vu, avec la candidature de Cabral, comme il a dit, on a bousculé, n'est-ce pas, les schèmes cognitifs de pensée, ici qui croyaient que la politique ce n'est que pour les vieux. On a déconstruit les mythes. On a vu ça, j'espère, mon combat. Georges, je reste avec vous. Cabral, ministre, il a dépassé 35 ans. On n'allait pas dire que le président pensait à un jeune. Qu'est-ce qu'on devait dire? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit en termes d'âge. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Serge Matomba et Cabral Libi dans le gouvernement John Gauthier. Le président n'aurait pas mis des jeunes? D'accord. Déjà, je voulais relever que Cabral ne pouvait pas entrer dans ce gouvernement. D'accord. Mais ça, c'était d'entrée des jeux. Quelqu'un qui a l'âge de Cabral. Quelqu'un qui a l'âge de Cabral. Oui. Je l'ai dit. On allait tenir le même discours? Je l'ai dit tout à l'heure. Au moins, à partir de là, on peut s'identifier à des jeunes qui ont moins de 40 ans. Je l'ai dit tout à l'heure. Si on peut accepter encore. Là, on peut encore accepter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous dire des gens qui ont quasiment 50 ans, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Oui. Vous savez bel et bien qu'au Cameroun, on va à la retraite à 50 ans. Donc, quand on est ministre à 50 ans, je dis bien, il y a des entreprises où on va à 50 ans. C'est pour cela qu'on dit, n'est-ce pas, de pouvoir harmoniser tout ça au Cameroun. Il y a des métiers où on va à 50, 55 et même 60 au Cameroun. C'est pour ça qu'on demande d'harmoniser tout cela. Cherchez bien. Donc, quelqu'un qui approche de la retraite et qu'on vient en nommer ministre, on dit que voilà un jeune, vraiment, c'est insultant pour nous. Voilà pourquoi César dit qu'ils sont jeunes dans la profession, ils sont dans le gouvernement, ils font leur premier pas. C'est peut-être pour ça qu'il faut relativiser. Ce débat n'est pas ne veut pas être. Je crois que la notion de la jeunesse est tellement flexible et élastique que on risquerait de s'y perdre. Et pour moi, j'ai envie de m'affranchir un peu de cette notion-là et de dire qu'en réalité, la jeunesse, si on se limite à l'âge, on serait en train de faire une grossière erreur. Parce que derrière tout ça, il y a la question de l'efficacité et de la capacité justement de celui à pointer à un poste à pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Maintenant, si on se réfère à cette définition plus large qui prend en compte la compétence et aussi l'état physique de la jeunesse, on va se rendre compte qu'en faisant l'analyse globale du gouvernement Gauthier aujourd'hui, il y a relativement un nouveau souffle. Je vais dire ça comme ça, un nouveau souffle qui a été injecté dans le gouvernement. Maintenant, attendons de voir quel sera l'apport de ce nouveau souffle. Merci Bruno. Maintenant, si on revient au gouvernement en lui tout entier, il faut préciser que si on revient à la définition de la jeunesse, et en considérant que le jeune, c'est celui-là qui peut encore apporter des solutions, ce gouvernement a démontré depuis 36 ans qu'il ne peut plus apporter des solutions aux Camerounais. Autrement dit, il faut renouveler cette classe. Il faut la renouveler. Maintenant, le renouvellement, il tient lieu de quoi? Quels sont les éléments sur lesquels nous allons nous baser pour renouveler ce gouvernement? Au plus, aujourd'hui, nous ne définissons pas les problèmes du Cameroun en termes de jeunes et de vieux, mais en termes du profil d'individu. Quel est le profil d'individu que nous voulons pour notre pays? Voilà la véritable question que nous voulons avoir. Jeunes ou vieux, il y a des jeunes qui volent, il y a des vieux qui volent, c'est-à-dire que dans toutes les classes sociales, on trouve la gangrène sociale. Oui, parce qu'on était socialisé. Effectivement, c'est pourquoi nous définissons tout cela dans le profil de l'individu que nous voulons. C'est pourquoi au niveau de Pius, l'éducation reste le moteur justement du changement que nous voulons apporter au Camerounais. Permettez à Marcus Mandeki de placer un mot. On sait quand même que le président Paul Biya était Premier ministre à 42 ans. Bien évidemment. Le président de la République à 49 ans. Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas faire comme le président Idjo a fait avant, c'est-à-dire faire confiance à des personnes un peu plus jeunes?
Ben, il faudrait déjà noter que nous sommes dans un contexte un peu plus différent. Oui. Non, mais Christian a dit, la jeunesse est outillée. Hein. C'est différent, mais les jeunes sont outillés. Ils sont capables. Ça, c'est indiscutable. Voilà. Il faudrait déjà que nous sachions. Pourquoi ne pas leur faire confiance donc? Il faudrait déjà que nous sachions que nous ne sommes pas dans une démocratie. C'est-à-dire où les règles sont claires. Nous vivons dans... Non, même dans l'appareil du RDPC, je crois qu'il y a des jeunes là-bas, hein, c'est ça qui ont cet âge. J'aime bien, les conservateurs, on les retrouve, voilà. On les retrouve partout. Et lorsqu'on est conservateur, on ne s'ouvre pas, même pas dans sa famille, c'est-à-dire qu'on reste dans un cercle fermé d'amis ou alors un clan sectaire avec lequel on va travailler pour éviter justement de perdre le pouvoir qu'on possède. Donc je disais tantôt que nous ne sommes pas dans une démocratie au Cameroun, il faudrait déjà le noter, nous sommes dans une véritable tyrannie. Je peux m'expliquer là-dessus, peut-être c'est pas ça, c'est pas là le sujet, sur la base des tests. Tout à l'heure, j'étais très embêté d'écouter César Honoré Ngomon, qui avait du mal à pouvoir défendre le président de la République. Il faudrait que nous soyons sérieux. Il ne s'agit pas du président, on parle un peu des jeunes. C'est le président qui nomme. Mais je me réfère sur... J'en viens, c'est le président qui nomme. Il faudrait que nous soyons sincères. Il s'agit du Cameroun. Le président vient, il va passer. Nous allons tous passer. Mais les intérêts du Cameroun doivent être au-dessus de tout. Apprenons à dire, même à notre papa, à notre employeur, qu'à un moment, ils ont pris des mauvaises décisions. Si nous n'avons pas la capacité de leur dire, à chaque fois, nous allons fabriquer des gourous, nous allons fabriquer des dictateurs. Parce que tout à côté de nous, tout le monde peut être dictateur. Si votre fils ne vous dit pas à un moment que l'acte que vous avez posé n'est pas bon, sachez qu'il fera de vous quelqu'un de très très difficile pour la société. Vous avez cité tout à l'heure des promesses et des discours du président de la République. Je dirais que les discours du président de la République depuis très longtemps sont en inadéquation entre ce qu'il dit et la réalité. Il parle notamment d'impliquer, de voir les jeunes impliqués dans la gestion du Cameroun. Je vais te dire, la caution pour être conseiller municipal, c'est 50 000 francs. C'est pas peu, c'est énorme. La caution pour être député au Cameroun, c'est 1 million de francs. Je veux dire, très peu de jeunes qui sont... C'est une façon d'éliminer les jeunes, là. Très peu de jeunes qui sont politiquement actifs auront du mal à trouver 1 million, malgré la grande sympathie qu'ils auront au niveau de leur population, malgré la capacité pour eux à pouvoir développer des projets qu'ils pourront présenter à l'Assemblée nationale, ou alors de concevoir une vision pour diriger la mairie. C'est extrêmement difficile. Il y a des barrières. Il faudrait que le président les brise s'il voudrait véritablement voir des jeunes impliqués en politique. Les jeunes, le ratio, quand vous faites le ratio entre les jeunes impliqués en politique et la jeunesse active, c'est très faible. On a du mal, même pas seulement dans toutes les formations politiques, on a du mal à recruter le personnel jeune. C'est pour ça que la plupart des jeunes font du folklore. Ils ne vont pas être présents sur le plan actif dans le montage des projets. Et moi, je veux dire aux aînés qui nous écoutent, nous devons éviter, et il ne faudrait pas qu'il existe ce conflit intergénérationnel. Non, pas du tout. Moi, je n'ai aucun problème avec des aînés qui sont des bosseurs, qui autour d'eux acceptent des jeunes. Moi, j'ai des aînés qui sont jeunes. Quand je vais vers eux, ils sont toujours disponibles. Quand vous avez le président Dema, l'ancien président de l'UPC, quand vous avez besoin des conseils, vous allez vers lui, à toute heure chez lui, à Makepe, il va vous recevoir. Quand vous avez quelqu'un comme Maître Bernard Mouna, qui a plus de 75 ans, il vous reçoit. Mon parrain politique, celui qui m'a mené en politique, Kwame Francis, il a bientôt 80 ans, mais il est entouré des jeunes. Voilà des aînés dont nous avons besoin. Et je voulais te dire, César Ngomon, on ne vient pas être ministre pour apprendre. Non, pas du tout. On vient être ministre pour apporter l'expertise dont on a acquis durant des années. On vient donner, on ne vient pas recevoir. Non, un ministre ne vient pas apprendre auprès d'un autre, pas du tout. Un ministre vient apporter son expertise. Il vient apporter à son pays ce qu'il a appris pendant de longues années. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan
associatif, ça peut être sur le plan politique. Nous savons qu'aujourd'hui, le gouvernement Biya est un gouvernement strictement... Gouvernement John Gouté. Oui, c'est un gouvernement strictement politique. Parce que tous ceux qui ont été nommés l'ont été pour des raisons politiques et non pour des raisons techniques. Voilà pourquoi moi, à un certain moment, j'étais très d'accord avec Akeremouna. Parce que lui, il disait, s'il devient président, il fera former un gouvernement des technocrates. Parce que nous sommes en crise. Ce n'est pas simplement des crises militaires. Nous avons une crise politique, nous avons une crise économique, nous avons une crise sociale. Et pour régler tous ces problèmes-là, il faut des technocrates, César. Moi, j'ai vu on voit ce que tu fais à travers le Cameroun. Il y a des éléments sur lesquels on peut avoir besoin de toi. Parce que tu sois du RDPC ou pas, ce n'est pas ça qui est intéressant. Mais c'est ce que tu peux apporter qui est intéressant. Aujourd'hui, nous avons besoin des technocrates. Si Biya était sincère, il aurait pu réduire le nombre de membres de son gouvernement, 64 pour 25 millions à peine. C'est énorme. En Chine, 66. La population est à plus d'1 milliard d'habitants pour 25 ministres. Ça nous sert à quoi d'avoir plus de 64 ministres? Soyons un peu sérieux. On a le ministère de l'Éducation nationale. En fait, l'éducation, ça prend minimum 4 ministères. Et lorsqu'on veut véritablement permettre que le coût de vie, que le coût de vie au niveau des ministères soit assez bas, il faudrait qu'on prenne un certain nombre de dispositions. Nous n'avons pas de moyens. Nous avons des charges assez énormes. Il y a des routes à construire. Il y a des hôpitaux à monter. Okay. Il y a la formation des jeunes à faire. Donc je dis, le président de la République, la jeunesse l'a compris, heureusement, n'a rien à attendre de lui. Et ça, je crois qu'il l'a compris. Mais je dis, nous, la jeunesse doit travailler dans une posture de rupture. Quand je parle de rupture, c'est-à-dire de mettre un thème au système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et les jeunes doivent être là. Merci, on vous a compris, Marcos Mandeki. Pour revenir à celui qui est considéré comme le Benjamin de l'équipe John Gouté, du gouvernement du 4 janvier dernier, Manaouda Malachi, il a 45 ans, je l'ai dit. C'est un diplômé de l'ENAM, il était secrétaire général, il a commencé à la présidence de la République, diplômé de l'ENAM, administration générale. Il a été secrétaire, après la présidence de la République, il a été secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, ensuite secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Énergie, ensuite secrétaire général du ministère du Commerce. Donc il a quand même, on va dire, là, le profil pour la santé. Il est sorti de l'ENAM. César. Oui, Serge Alain, des quatre que vous avez cités, j'ai eu peut-être la chance de côtoyer déjà parmi ces 4 jeunes, en parenthèse, notre ancien sous-préfet. Joya Zakaria. Oui. Et nous avons organisé des activités où il s'est roulé avec des petits-enfants de moins de 10 ans. Ceci a démontré son esprit. Qu'il était jeune. Pas d'esprit jeune, c'est-à-dire il a démontré une certaine responsabilité d'accompagnement et de l'intégration de la jeunesse dans sa fonction de la gestion administrative. Même l'actuel sous-préfet, c'est-à-dire quand nous organisons des activités dans le milieu jeune, il n'a pas, c'est-à-dire lorsque la demande elle est bien faite, les règles sont respectées et il nous a fait l'honneur en décembre de parrainer une des activités. Donc je voudrais dire que la problématique donc, que mes copanélistes et mes compatriotes posent sur ce plateau, certainement pas avoir une oreille assez attentive à d'autres sociaux. Mais je voudrais que dans la tradition africaine, ce qui tue un peu nos mentalités, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à pouvoir dire merci. Merci, nous sommes issus de plusieurs cultures. Tout à l'heure, il prenait par exemple des modèles comme Maître Akeremouna, que j'ai d'ailleurs, ceux qui sont sur ma page Facebook, il m'a reçu il y a quelques années et nous avons très bien échangé et j'ai beaucoup reçu des conseils de lui. Présentement, nous avons aussi, dans le cadre actuel, que ce soit le ministre d'État Laurent Esso, Camille Ekindi et bien d'autres, qui sont ouverts. Et nous-mêmes, ceux qui sont apolitiques, allez voir. Je voudrais, Dieudonné Bounier, je ne sais pas qui je vais citer, je risque d'en faire des jaloux, que ce soit dans le centre. Moi, j'ai eu à rencontrer, par exemple, les Ndongesoba, les Aïeba ici, les Ndonsoumet, qui, au premier coup de fil, ils te disent non, viens, à tel là, il était quand un rendez-vous. Donc, il ne faudrait pas aussi qu'on voie souvent ces gens de les distants.
est-ce que nous avons eu l'approche? Et quelque part aussi, ce qui peut aussi relever. Mais par exemple, une des problématiques que j'ai eu, par exemple, pour rencontrer, par exemple, Mme Amina Touaïdjo, il y a trop de barrières. Parfois, tu arrives, c'est le SP, c'était le secrétaire qui, certainement, qui est dans ses humeurs, mais qui ne te facilite pas. Pourtant, c'est des gens qui ne demandent tout simplement qu'à être contactés. Ils te calent un rendez-vous et vous venez vous discuter tout tranquillement. Que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je parle des faits, je parle de... Il ne faudrait pas qu'on mystifie ces aînés qui sont censés nous encadrer. Et même, je pense... J'ai même initié une action où nous avons interpellé le président pour ce dialogue. Vous parlez d'autre chose. Pour pouvoir dire. Non, je voulais dire, parce qu'il a pris des exemples, je voulais lui dire que ce n'est pas seulement pour les Akeremouna. Il y en a beaucoup des Akeremouna dans d'autres domaines. Restons sur les jeunes, entre guillemets, comme vous l'avez vu, du gouvernement John Bouté. Oui, pour les jeunes du gouvernement John Bouté, je voudrais dire que, par exemple, Monsieur Basiliki, il nous a conduit, nous avons eu une crise dans le cadre de la Jeune Chambre internationale pendant 8 mois. Il a réglé avec, c'est-à-dire malgré, parce que nous étions très fougueux de tous les camps, il y avait des problèmes dont je ne peux pas évoquer sur ce plateau, mais il a suggéré, il a été très accessible, il était vraiment, il a une poigne. Donc, il nous a démontré de par sa lucidité et la manière, parce que nous étions tous relativement dans la même clanche d'âge. Et il y avait des clans qui s'affrontaient et il y avait une problématique dont nous ne pouvions pas exposer sur des plateaux télé, radio. Il y avait un problème qui était lié effectivement aux crises que nous vivons dans notre pays. Et il a suggéré cela. Donc je peux le dire de témoignage parce que c'est des choses que j'ai vécues de doigt. Donc quand vous présentez Bruno Lombo disait que l'essentiel c'est de mener à bien la mission qui vous a été confiée. Je vous prends donc le cas de Manaouda Malachie, c'est le plus jeune de l'équipe du 4, 45 ans, c'est un diplômé de l'ENA qu'on envoie à la santé. J'ai suivi le reportage sur ce monsieur, je peux vous dire que j'étais très admiratif. J'étais très admiratif de par sa simplicité, de par son accessibilité, parce que très souvent aussi, l'un des problèmes que les jeunes ne soulèvent pas souvent assez, c'est que ces personnes ne sont pas accessibles. Oui. Et le message que moi je peux dire aux jeunes qui nous suivent ce soir, il y a deux possibilités lorsque vous êtes face à une situation avant de tirer les conclusions. Allez-y. Il y a que deux hypothèses qui vont se présenter à vous. Soit on vous reçoit, soit on ne vous reçoit pas. La troisième, de ne pas essayer, elle est souvent la plus catastrophique. Et on se braque, on se fait des idées. Nous sortons de Yaoundé où nous avons eu la chance de nous entretenir avec un des ministres que je ne voulais pas citer sur ce plateau. Mais il nous a fait attendre, c'est à 1h du matin qu'il nous a reçus. Mais ceux qui sont partis, ils n'avaient que les regrets. C'était tellement poignant. Et j'ai remarqué que dans tous les entretiens, que personnes sont arrivés autour de 14h, 15h, lorsqu'ils nous reçoivent à 1h du matin, mais nous nous rendons compte que depuis que nous étions là, il n'a pas pu accorder 30 minutes, que ce soit les hautes personnalités qui voulaient les... Mais c'était assez riche. Il y a un problème qu'on reproche aussi aux jeunes, ce n'est pas être patient. C'est-à-dire quand tu arrives, tu vas être reçu là. Du moment où on te demande d'attendre 30 minutes, 1 heure, ça exaspère, c'est dans notre emploi du temps. Donc je voudrais pas stigmatiser ce jeune. Je voudrais dire aussi que la patience paye. Okay. Et Mandégué a souligné ce problème. Est-ce que nous les jeunes sur ce plateau, est-ce que nous pouvons nous regarder sur le prisme des compatriotes et non sur le prisme tribal d'appartenance politique? Parce que ça aussi, ça nous divise. Parce que sur ce temps-là, nous gagnerons énormément à pouvoir trouver des solutions à nos communautés. Parce que nos communautés ont besoin des solutions et non des solutions de savoir que tel est du LDPC ou du parti d'opposition. Merci. La question, je vous la repose. Bruno Lombo, voilà un jeune, l'administration, il est sorti de l'ENAM et il a fait 3 ministères en tant que secrétaire général. Aujourd'hui, il est à la santé, à 45 ans. Vous qui dites que non, l'âge importe peu, c'est l'objectif, c'est-à-dire les résultats qui comptent. Oui, à ce sujet, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Mais revenons sur les modalités, les déterminants qui l'amènent à ce poste-là. Oui. Si on regarde le statut du gouvernement aujourd'hui, on va se rendre compte que l'équilibre régional est encore respecté par rapport à ce qui était avant. C'est-à-dire que le président Biya a pris le soin de faire en sorte que dans la Damawa, les 3 ministres restent. Dans le littoral, les 4 ministres sont là. Dans le centre, les 17 ministres sont là. Autrement dit, c'est un tour de passe-passe.
Non, c'est pas ça le problème. Je vous en prie. Je vais faire le lien. Je vais faire le lien. Le lien, c'est quoi? Bruno Lombo, vous avez dit le plus important, c'est le résultat. Je reste sur le Benjamin. Manaouda Malaouchi. À ce titre-là, j'ai dit que... Administrateur civil. Oui. Voilà. On la voit à la santé. À la santé, justement. À cette question-là, le bénéfice du doute voudrait justement que le bonhomme fasse ses preuves. Mais quand on regarde son CV, on se rend effectivement compte que c'est un monsieur qui a fait ses classes dans le gouvernement. Il a quand même occupé certains postes importants. Autrement dit, on pourrait lui accorder le bénéfice du doute sur la question. Okay. Mais je voudrais revenir encore sur... Merci. Bonsoir, Cédric Noufel. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce que nous avons au menu ce soir? Nous parlerons des chantiers prioritaires des nouveaux ministres qui ont intégré le premier gouvernement du septennat des grandes opportunités. Deux secteurs importants pour le Camerounais. D'abord le secteur de la santé publique avec de nombreux problèmes rencontrés dans la prise en charge médicale dans les formations sanitaires publiques au Cameroun, mais aussi la couverture santé universelle annoncée depuis quelques mois par le gouvernement et qui n'est pas encore concrétisée jusqu'à cette heure. Nous parlerons également de l'habitat social et du développement urbain. Ce sont des équations à plusieurs inconnues dans le quotidien des Camerounais entre l'urbanisation anarchique, mais aussi les problèmes de drainage des eaux des pluies avec le casse-tête des inondations observées ces derniers mois. La nouvelle ministre en charge de l'habitat et du développement urbain peut-elle réussir à résoudre ces problèmes? Nous en parlerons dans le journal de 20h et nous évoquerons également la CAN 2019 attribuée à l'Égypte. Mais l'intérêt de tous les Africains, c'est l'édition 2021 de cette grande messe du football africain. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà le développement donc dans le 20h de Cédric Noufélé dans quelques instants, madame, monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Tout de suite, madame, monsieur, la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Honoré César Gaumont, Bruno Lombo, Christian Diop, et il est là sur ce plateau pour lancer Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Dites-moi, le ministre, le Benjamin, on sait qu'on parle de lui depuis, c'est pure coïncidence. André Mamafouda lui laisse un ministère de la Santé, où on parle depuis, on a parlé à un moment de vol de bébé. Marcus Mandeki, il a du pain sur la planche. Le Benjamin du gouvernement, John Gouté. Vol de bébé, absence de kit hémodialyse. Il y a une grève même des médecins qui a annoncé. Au-delà des différents mots qui minent le côté sanitaire au Cameroun, il aurait été intéressant que nous partagions la vision du président de la République en matière de résolution des problèmes de santé. Vous savez très bien que toute personne est élue sur la base de ce qu'il a présenté aux électeurs. Et nous savons également que le ministre est là, pas pour mettre sur pied sa propre vision, mais celle de celui par qui il est là. Donc nous ne connaissons pas le cahier de charge du ministre, mais nous savons que les problèmes sur le plan de la santé sont énormes. Vous avez fait l'énoncé de quelques-uns, mais au-delà de ça, on peut noter aussi la formation du personnel sanitaire. Lorsque je parle du personnel sanitaire, c'est pas exclusivement les infirmiers, les aides-soignants ou les médecins, mais il s'agit aussi des gestionnaires des centres hospitaliers, parce que au Cameroun, le problème que nous avons, c'est que généralement, on confie la gestion de nos centres de santé aux médecins. Ces médecins-là qui, pour la plupart, n'ont pas acquis une formation en gestion hospitalière. Dans d'autres cieux, ceux qui ont la charge généralement d'administrer
les centres de santé, ce sont des gestionnaires hospitaliers. C'est une branche bien spécifique qui permet à certains professionnels d'apporter leur expertise managériale dans le domaine de promouvoir la politique sanitaire dans un centre bien précis. Bien évidemment, le chantier est très vaste pour ce nouveau ministre, oui. notamment la prise en charge et la question de la réception des urgences, des cas urgents dans nos centres de santé. C'est très triste. Il faut peut-être avoir été... Il faut mettre un accent là-dessus. Bien sûr, il faut peut-être avoir été une victime pour comprendre que ce qu'on appelle urgence aujourd'hui est un réel problème. Moi, je l'ai vécu en 2004. Vous avez une situation urgente. Je parle parce que j'étais à l'hôpital La Quintini. Vous n'avez peut-être pas un accompagnateur. C'est urgent qu'on vous prenne en charge. D'abord. Mais on vous demande d'aller payer le carnet. On vous demande d'aller ouvrir, payer le code et tout ça. Pourtant, vous avez besoin de manière urgente qu'on s'occupe, qu'on vous assiste. Donc, il faudrait que le ministre donne non seulement des consignes... Donc, vous appelez le nouveau ministre à... Oui, bien sûr. À donner des consignes et à suivre véritablement ces prescriptions. Parce que c'est très important. Vous savez, beaucoup de Camerounais décèdent par négligence. Oui. Je dis vraiment par négligence sur des détails. Et c'est très choquant. C'est pas un manque de moyens aussi parfois. C'est un cas, bien sûr. Nous sommes dans une situation de pauvreté extrême. On exige d'abord de payer. Le paradoxe, c'est que le Cameroun est un pays très riche par ses ressources souterraines, par la qualité de ses hommes et des femmes. Mais malheureusement, les Camerounais sont extrêmement pauvres. Donc c'est très très compliqué. Ceux qui décèdent finalement dans les hôpitaux, je vais vous dire une chose, ceux qui vont même dans les hôpitaux, c'est peut-être en cas d'extrême urgence. Généralement, les gens ne vont pas dans les hôpitaux, pas parce qu'ils ne se sentent pas malades, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, de se faire... On sait que là-bas, on va demander beaucoup d'argent. De se faire consulter, de pouvoir payer les examens. Les examens encore au Cameroun sont extrêmement chers. Donc il faudrait que le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, prenne un certain nombre de dispositions pour que sur le plan de la santé, parce que la santé, l'éducation sont des axes prioritaires pour celui qui aspire véritablement à prendre en charge ses compatriotes. Donc, le ministre, nous à l'AFP, continuer à faire un certain nombre de propositions dont on espère qu'ils pourraient être prises en compte ou pas, mais on souhaiterait que nos dirigeants, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, qu'ils prennent en compte toutes les propositions qui viennent de la société civile, des partis politiques ou du citoyen lambda. Parce que c'est important la vie. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer construire une nation avec des citoyens malades. Okay. Et ça, je dis, les Camerounais sont extrêmement malades pour des raisons de manque de moyens financiers, mais aussi à cause d'un déficit de prise en charge dans les centres de santé. Bruno Lombo, on va devoir évacuer la question de l'âge, ça vous arrange pas beaucoup, mais on sait quand même, on va retenir que le Benjamin de l'équipe John Bouté, là, c'est le ministre de la Santé. Pour Marcus Mandeki, il y a un certain nombre de chantiers. Il y a des choses qui devraient changer, parce qu'il y a beaucoup de négligence, les Camerounais meurent, faute de soins, les urgences, il faut revoir, tout ça, on exige d'abord l'argent avant de soigner, ce qui est un peu paradoxal. Oui, ce sont des cas de pratique. Vous pensez que le nouveau ministre peut faire quelque chose dans ce sens? Mon devoir n'est pas de penser. Oui. Sur cette question-là. Vraiment, je ne pensais rien. Oui. Il faut aller aux fondamentaux. Le ministre est là pour atteindre certains objectifs. Encore faudrait-il que ces objectifs soient précisément définis. Donc, je parle ici de la question de la vision à proprement parler de la politique santé au Cameroun. Comment on l'implémente, comment on suit cette implémentation. C'est de ça qu'il est question. On peut prendre, on a connu aujourd'hui des responsables d'hôpitaux qui ont fait de ces hôpitaux-là des mouraux, si je peux m'exprimer ainsi. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous êtes médecin que la gestion de l'hôpital, vous allez bien la faire. Ce n'est pas ça la question. Nous avons besoin des hommes capables de tenir une vision,
capable d'élaborer une stratégie et capable de mettre en œuvre le plan d'action qu'ils auront mis, qui vont justement élaborer et mettre en œuvre. C'est ce type de personnes-là dont nous avons besoin au Cameroun actuellement. La question de l'âge est secondaire. C'est vrai que l'âge revient sur la table parce qu'on attribue à l'âge ou bien à la jeunesse la capacité de réfléchir et d'innover, auquel cas on met cette disposition physique à la disposition de votre plan d'action pour que les choses avancent mieux et que les choses avancent vite. Mais ce n'est pas l'apanage justement de votre situation de jeune. C'est l'apanage de votre situation interne, c'est-à-dire que ce que vous pensez, comment vous mettez votre vision en œuvre. Donc il s'agit de cela. Le problème du Cameroun, ce n'est pas la jeunesse ou bien la vieillesse du gouvernement, mais c'est la vision qu'il faut porter et c'est le comment on manage cette vision-là pour atteindre les objectifs fixés dans une stratégie qui met en œuvre toutes ces choses-là. Voilà, c'est quand même un ministère, c'est le 6e budget, la santé, que le président l'ait confié à ce jeune, on va quand même l'admettre, 45 ans. C'est quand même une marque de confiance pour vous, César. La santé publique. Oui, c'est une grande... C'est une grande marque de confiance, Serge Aloutou. Il faut le dire que le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, l'économie et tous les autres domaines, les Camerounais n'ont besoin qu'une seule chose. Ces nouvelles personnes qu'on a donné ces hautes responsabilités, je leur prie, et à tous les Camerounais d'ailleurs qui nous regardent, il nous faut une bonne dose d'audace et d'amour patriotique. Après cette bonne dose d'audace et d'amour patriotique, qu'on se débarrasse de l'insalubrité mentale qui devient le quotidien. Là, j'apprête une expression du président Thiam Thiam, qui devient le quotidien des Camerounais. Je ne comprends pas quel est le plaisir. Quelquefois, nous nous donnons, au lieu de faire des propositions, de pouvoir porter une contribution, parce que chacun de nous devrait être le gendarme, le policier de la nation camerounaise. C'est-à-dire que quand je vais dans une institution sanitaire, je suis censé avoir un service gratuit, et lorsque ce service gratuit ne m'est pas donné, j'identifie le concerné et que j'ai publié sur Facebook. Que voilà, avec des preuves à l'appui, pas de façon dilatoire. Chacun de nous devrait être conscient que dans le domaine sanitaire, si je mets de l'argent devant pour un service qui doit m'être octroyé gratuitement, je ne suis pas en train d'aider le pays. Et c'est comme ça que l'appétit vient en mangeant et on se retrouve avec des médecins badés de diplômes, mais vides dans le sens de rendre service du prêteur, le serment d'Hippocrate prêté devient banalisé. Et pourtant, c'est de leurs conditions. Hein. Et pourtant, c'est les conditions ne sont pas réunies, qui sont souvent obligés de faire certaines choses. Oui. On ne va pas revenir, ça va nous entrer dans un autre débat de profil, bien sûr. De pourquoi, de vocation. Donc, moi je voudrais, pour tous ceux-là qui se sont engagés, parce qu'on a vu ces dernières semaines, on a près de milliers de jeunes qui sont sortis dans les filières médecine et autres. Tout ce que nous voulons leur demander, c'est d'avoir une bonne dose patriotique. Parce que, à travers l'amour, on peut même déplacer les montagnes. Nous souffrons de cette insalubrité mentale qui nous amène à voir l'autre comme un adversaire, à voir le gain. Qu'est-ce que je gagne? Le je m'appartisme, comme le disait le professeur Monondiana. Il est important qu'on prenne conscience. Serge Alain, nous ne venons pas souvent sur ce plateau, je suis souvent peut-être très mal interprété, très mal compris. Je ne viens pas sur ce plateau pour dire que tout va bien. Mais c'est parce que j'ai choisi une idéologie. C'est d'aimer le Cameroun. Et pour aimer le Cameroun, j'ai choisi pour moi ce qui est bien. C'est-à-dire, même pour sur les informations, c'est pas, je ne les suis pas tout vent. Parce qu'il y a des informations qui détruisent. Il y a des fausses informations qui nous permettent de voir le demain toujours noir, 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 jusqu'à la fin de nos vies. Moi, je choisis les choses différemment. Faites de vous quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun? Non, je ne... C'est comme dans la presse. Vous avez des journaux de santé qui sont spécialisés dans le domaine de santé. Vous avez des journaux qui sont spécialisés dans le domaine économique. Vous avez des journaux qui sont des journaux chrétiens qui te parleront de que Marie, Jésus a fait ci. Il faut aussi qu'on ait des journaux
qui peut choisir que de faire la promotion de l'image du Cameroun. C'est comme ça que les grandes nations se sont bâties. Donc, je ne viens pas ici pour dire que ce que les autres sont en train de dire est faux ou n'existe pas. Mais et moi, depuis que j'ai adopté cette attitude, les problèmes de maladie, quand j'ai un problème le matin, le soir, il y a la solution. C'est pas que j'ai un créneau, c'est que je constate qu'au quotidien, je suis alimenté, accompagné par cet esprit de voir toujours une solution à tout problème. Donc, il est important dans le domaine de la santé, je voulais chuter par là pour dire que c'est un domaine très sensible, Serge Alain. La santé et l'éducation. Je voulais même dire l'éducation, parce que l'éducation est la mère. Parce que il faut qu'on prenne en compte le statut de ceux-là qui sont censés transmettre ces connaissances et ces formations-là. Ils sont marginalisés dans notre société. Ils ne sont pas traités à la place qu'il faut. On valorise le corps de l'enseignement, de la maternelle jusqu'à l'université. Vous verrez comment ces personnes, dorénavant, le Cameroun prendra le poil de la bête sur tous les angles. Ok, voilà. Christian Job, dites-moi, dans le reportage de mon collègue Flavien Valondongo, il a parlé de ce phénomène de vol de bébés. Est-ce que ça fait sérieux dans un pays qu'on continue de parler de vol de bébés? On interpelle là justement le ministre Manaouda de faire quelque chose dans ce sens. Renforcer la sécurité dans les formations hospitalières. En réalité, ce sont des épisodes tristes. Oui. C'est jalons qu'on ne devrait plus nous remémorer. Oui. Parce qu'en réalité, cela permet toujours de voir notre pays sous un autre prisme. Oui. Et ce qui est, n'est-ce pas, la conséquence de la malgouvernance. Vous voyez les questions de santé publique qui sont des questions fondamentales. Oui. Et on voit bien et bien des mesurettes qui sont généralement adressées à ce genre de problématique. On comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour revenir, n'est-ce pas, au cas de la jeune Vanessa Tchatchou, oui, ou alors le cas de Monique Oumatekel à l'hôpital à Kentini, vous voyez que ce sont des images sombres qui ternissent, qui nous laissent croire. Mais alors, au-delà, on a volé 3 bébés dans l'hôpital de la police camerounaise à Yaoundé. Vous imaginez bien, si on peut déjà voler des bébés, si c'était à Bipanda, l'hôpital Bipanda, au centre de santé Bipanda, on allait quand même dire on est dans des zones purement insécures. Mais si on en vient à le faire dans le centre de santé de la police, vous voyez un peu à quel niveau nous sommes partis. Ce qui nous laisse croire que le nouveau ministre, comme vous avez dit, le jeune ministre, oui, entre guillemets, pour reprendre votre thématique, et il vient dans des conditions, ma foi, un peu difficiles. Oui. Pourquoi j'ai dit, il a beaucoup de patates chaudes. Il a beaucoup de patates chaudes. Dans les conditions sanitaires, vous voyez tous les jours les médecins grévés, les infirmiers grévés, ainsi de suite. Inadmissible que vous sortez d'une école, vous faites autant d'années d'études pour être médecin, il faut attendre beaucoup d'années pour être réputé, et même il nous semble que les médecins au Cameroun ont 160 000 francs. Vous voyez bel et bien, après avoir fait 7 années d'études, plus minimalement 3 ou 4 années de professionnalisation, on vient vous donner un salaire de 160 000, dont moins de 200 000 francs. Et même chez nous, à la cité universitaire, une simple chambre, coûte au moins 30 000 francs. Vous imaginez quelqu'un qui a fait assez d'années d'études, qui a ces conditions, qui est censé, n'est-ce pas, avoir la vie de tout un pays. Parce que souvenez-vous que si on est malade, on ne peut rien faire. Et si on ne peut pas mettre ces gens en conditions, dans les conditions normales ou les conditions adéquates, tout au moins, on comprend bel et bien que cela ne peut pas se faire. Mais là, ce n'est pas du ressort du ministre Manaouda. Hein? Non, il me semble que c'est un problème global. Oui. D'accord, c'est un problème systémique. Oui. Et tant que le système en lui-même ne parvient pas à concevoir une politique publique en matière de santé qui puisse faire ce que les populations marginales se retrouvent, un peu comme nous, dans le programme politique de mon candidat, on prévoyait une assurance santé maladie où à 1000 francs, vous pourriez vous rendre dans n'importe quel hôpital et, n'est-ce pas, pour être pris en charge. Tout à l'heure, Marcus nous racontait, n'est-ce pas, les événements qu'il a connus. Nous-mêmes, on les reconnaît tous les jours. Vous arrivez à l'hôpital, vous n'êtes pas assisté, mais en réalité, les gens ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas toujours d'argent, mais parce qu'ils ont peur d'y aller mourir, parce que nos hôpitaux sont en réalité des mouroirs à cause des conditions. Non, c'est que je puis dire, c'est peut-être souhaité. Il y a des brebis galeuses dans le métier. Ce sont de fait. Et là, bien dit, ces bébés volés, ou alors ces bébés, cette femme éventrée, c'est dans les hôpitaux dits de référence. Voyez-vous, si on peut le faire à l'hôpital, comme ça,
à Kentini, on nous fait l'hôpital Sédimousso. Vous me direz où alors on va être en sécurité. Si dans des hôpitaux dits de référence, on ne parvient pas à avoir des conditions minimalement adéquates qui permettent, n'est-ce pas, de garantir quelque chose. Je voulais juste préciser que quelques secondes. La fin de comment j'ai pu vous éviter, je vous avais raconté l'histoire où j'étais victime, où j'ai perdu un contrat qui aurait pu employer des milliers et des milliers de Camerounais. Il faut qu'on fasse attention. Je pense que l'un des axes prioritaires qui ont été mis sur pied, c'est la santé, parce qu'il y a une assurance universelle qui devrait être mise sur pied et dont le président est en train de tout faire pour que cela soit fait, matérialisé, que ça ne reste pas dans le certainement, que ce soit matérialisé dans les prochains jours. Donc je pense qu'il faudrait qu'on prenne cela au sérieux et comme je l'ai dit, le problème de l'éducation devrait être un chantier sur lequel qu'on doit accentuer le problème de la santé. Marcus Mandeki, vous l'avez suivi dans le 20h de Cédric Moufele. Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, il a dit « Seule la CAF peut décider de la CAN ». Il a mis fin aux supputations 2021, ce sera au Cameroun. Oui, il a raison de le dire. La CAN est un événement, c'est un événement de la CAF. Oui, bien sûr. Qui appartient c'est la CAF à la CAF et qui décide de l'attribuer au pays de son choix en fonction d'un certain nombre de critères, de critères élaborés dans les différents cahiers de charges. Voilà pourquoi cet événement... Je commence avec vous parce qu'en début d'émission, vous étiez un peu dubitatif. Hein. Oui, je reste sur mes positions. Donc le problème, pour vous, ce sera le Cameroun. Le problème, c'est au cahier des charges. Le problème, ce sera le Cameroun, bien évidemment. Surtout les hommes qui auront la charge de pouvoir traduire cette volonté-là ou cette décision-là en acte de manière pratique. Je vous dis, si on continue avec les hommes, la preuve, le président de la République est dans la continuité. Il refuse d'opérer une rupture. L'on sait que, généralement, quand il y a échec, il y a des sanctions. Les sanctions ne sont pas toujours pénales. Elles peuvent être administratives. C'est-à-dire, elles peuvent être légères ou fortes en fonction du degré. Souvenez-vous que en 1972, lorsque le Cameroun organisait sa première la CAN, oui. la CAN, au lendemain de la 8e édition. Au lendemain de notre élimination, il y a des gens qui sont allés en prison. Oui. Il y a des gens qui ont payé très cher cet échec-là. Pas parce que l'organisation était mauvaise, tout simplement parce que le président a estimé avoir mis tous les moyens nécessaires pour que nous remportions cette compétition. Aujourd'hui, nous n'avons même pas pu l'organiser. Mais le président de la République, au lieu de sanctionner, au lieu de mettre les différents responsables face à leurs responsabilités, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a promus. Certains qui sont passés de ministre à ministre d'État, de secrétaire à ministre. Donc vous voyez très bien que le président de la République en lui-même n'est pas dans une véritable volonté de pouvoir organiser cette compétition-là. Mais il faudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités. C'est un événement que les Camerounais auraient souhaité abriter, bien évidemment, parce que le Cameroun, c'est un pays de football. Oui. Nous aimons le sport, nous aimons le foot, nous aimons les autres Africains. Madame a dit qu'on va habiter en 2021. C'est ce qu'il a dit. Il a toujours tourné la page 2019. Il a toujours, oui, bien sûr, c'est tourné depuis très longtemps. La preuve, le président de la République, dans son rituel de fin d'année, a bien parlé de glissement de date. Mais aujourd'hui, je crois que les responsables de la CAF ont donné des assurances au président de la République pour que l'attribution, parce qu'il s'agit de l'attribution, il ne s'agit pas de l'organisation effective. Maintenant, tout dépend de nos gouvernants. Si nous allons continuer dans ce qui a été fait, ce serait difficile. Maintenant, il faut opérer une véritable rupture en mettant des hommes qu'il faut à la place qu'il faut en termes de responsabilisation de ce projet. 30 secondes chacun. Oui. D'abord, c'est ça. 30 secondes, vraiment. Oui. C'est très long. Je ne voulais pas être pessimiste. Très long. Je crois que vous devez dire vous n'allez pas être très long. Non, je ne voulais pas être pessimiste. Je pense que beaucoup s'attendaient à un bouleversement lors du dernier moment de vendredi. Je pense que le président de la République a pris une décision. Au lieu de repartir à un nouveau départ, il y a des gens qui ont pris des engagements et qui ont assumé cette non, restons sur la CAN, je vous en prie. Pour la CAN, oui, je suis en train de parler de la CAN. Et parce que lorsque Manégué parle, je pense qu'il faut lire entre les lignes. Oui. Il y a des compatriotes qui ont été maintenus dans ce gouvernement
parce qu'ils sont les acteurs, les principaux acteurs Oui. qui auraient été à la Ils doivent débat. conduire Donc, les champions jusqu'au bout. qu'ils aillent déboucher là où c'est bouché pour pouvoir délivrer cette canne afin que en fin Mais mars, pourquoi on maintenir puisse connaître le certains chantier. et balancer d'autres? Bon, j'ai entendu parler, certains parlaient des réseaux, des couloirs. Tout ce qu'on veut, c'est la canne. Quel que soit le réseau, le couloir, c'est que le Camerounais l'âme d'antan, c'est qu'on ait la canne. Ok. Et que les infrastructures soient prêtes le jour dit. Ok. Et je pense que Un deuxième pour dire? je pense que certains en ont pris conscience, certains même se sont rendus victimes, je voulais dire, se sont confessés pour pouvoir essayer de rectifier ce dont ils avaient Merci, mal fait César. par le passé. Merci. Et ce que nous entendons, le quotidien des Camerounais attendent, c'est que qu'on voie de façon... Ils n'ont plus assez de temps, hein. Je Ouais. pense que dans les mois qui vont suivre, il faudrait qu'on voie de façon tangible, effectivement, les premiers chantiers, tout au moins livrés, avant d'espérer voir Christian la condition Diop. des autres. Pour le président de la CAF, 2021, c'est au Cameroun. Il n'y a plus de... Bon, en réalité, en tant que Camerounais, on ne peut qu'être fier. Parce que souvenez-vous que la CAN est un événement sportif vendeur, Oui. un événement diplomatique sur le plan sportif qui permet, n'est-ce pas, de propulser notre pays au devant de la scène. Vivement que cela se déroule. Mais même si moi je reste encore dubitatif, parce que la Côte d'Ivoire a pris des engagements d'attaquer, n'est-ce pas, cet acte de la CAN. Christian, sois positif. Je dis, Ouais, on a déjà la canne. On a déjà la canne. Il a dit. On a déjà la canne. Côte d'Ivoire est revenu sur sa place. C'est la CAF qui se prend. Il dit c'est la CAF décide de la canne. Oui, Oui. laissez-moi, si vous pouvez déterminer. C'est un événement de la CAN, mais la CAN est liée de la CAF autant pour moi, mais la CAF est un ensemble, bien entendu, d'associations qui sont liées par un contrat. Maintenant, un contrat d'adhésion qui pose une certaine règle. Mais on va pas revenir sur ça. Ce que nous appelons tout à l'heure, comme je l'ai dit, que vivement que l'ordre politique établi à Yaoundé, pour une fois, fasse un peu sens de patriotisme pour pouvoir, n'est-ce pas, laver cet affront, laver cette humiliation que nous avons eue. Nous, on a pleuré. En réalité, c'est le mauvais cœur qu'on fait à nous autres jeunes qui attendons un événement majeur comme celui-là. On nous parle de 72. Nous voulons également le vivre chez nous au pays. En réalité, c'est pour cela que nous parler d'un glissement. Nous espérons qu'il n'y aura pas de glissement. 2021. Glissade cette fois-ci. Ok. Vivement que c'est qu'elle sait. Beno Lombo. Voilà. Oui. Pour sortir. Pour vous qu'il y ait une limite au glissement, parce que là, ça nous appelle au sens de responsabilité. Parce que n'oublions pas que les infrastructures qui doivent accueillir la CAN ne sont pas tout à fait au point. Donc, il est évidemment question pour nous de veiller à ce que toutes ces infrastructures-là soient au top pour pouvoir accueillir cette canne-là. Sinon, nous discutons encore dans du vent. Donc, il est bien évidemment question pour nous de rappeler à tous les décideurs qu'une deuxième chance leur est offerte pour justement faire patte blanche, montrer patte blanche et faire en sorte que les choses puissent être prêtes au moment où il le faut. Voilà, madame, monsieur, on va donc terminer. C'était une émission consacrée aux jeunes. Comme vous l'avez vu, aux jeunes du gouvernement John Gouté, on pensait à Ndioya Zakariaou, Gabriel Dodo Ndoke, Achille Basile Kentroua, Galaxé Toga, Oswald Baboke, directeur du cabinet civil, directeur adjoint du cabinet civil. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette édition d'Equinox Soir, diffusion 23h GMT, il sera minuit à Djeleng 5.